Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, j'aimerais savoir quelle personne dans cette salle représente une société de service à la personne déjà installée. D'accord. Et combien sont en cours de création? Oui. Et combien sont certifiés? D'accord. Ok, très bien. Donc je suis Iris Viana, je suis responsable produit chez SGS ICS. Donc on va avoir une conférence un peu particulière cette année parce qu'on a la présence de Madame Joche de la DGE. Donc pour les habitués du salon, SGS présente toujours une conférence. Cette année, nous avons souhaité revenir aux fondamentaux puisque nous avons constaté justement qu'il y a beaucoup de créations et qu'il y a encore un certain amalgame qui est fait entre l'agrément, le certificat, qui délivre quoi, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, etc. Et on va vous présenter également des démarches qualité. Hop. Ah. Voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est obligations réglementaires. Vous m'entendez bien? Pas trop? J'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho, mais je ne sais pas si... Vous m'entendez mieux? Non? Toujours pareil? Bon. Donc on va commencer par les obligations réglementaires. Donc comme vous savez, pour ouvrir une structure de service à la personne, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte, notamment pour la partie activité agréée, donc on verra ça. Ensuite, on va basculer sur la charte qualité nationale de la DGE, donc il y a un premier pas dans la qualité. Et ensuite, on finira par la certification de service que propose SGS pour le service à la personne. Donc sur les obligations réglementaires, nous avons au niveau du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, donc la DGE, qui est la Direction générale des entreprises, qui est, pour ainsi dire, la chef des directs. Je pense que vous les connaissez tous, donc les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l'emploi. Donc pour vous, donc, à quoi servira la directe? Donc elle va enregistrer suite à la réception de votre dossier. Donc pour ceux qui réalisent des activités déclarées, donc c'est juste une déclaration qui est faite. Et pour celles qui vont réaliser des activités donc agréées, il y a un arrêté d'agrément qui est délivré par la directe. D'accord? Donc ce sont des éléments obligatoires. Vous ne pouvez pas ouvrir de structure sans faire cette déclaration auprès de votre directe. Donc qui est régional, il faut se renseigner. Donc on parlera maintenant plus spécifiquement de l'agrément. J'en parlerai ensuite de l'autorisation qui ne rentrera pas tout à fait dans votre cadre, mais qui sera important pour la suite. Je vous expliquerai pourquoi. Donc l'agrément, il est délivré pour toute société qui réalise des prestations en mode prestataire et mandataire. Alors, pour faire simple, donc mandataire, ça fait penser, même si ce n'est pas exclusif, au soutien scolaire. Donc ça veut dire que l'employeur est le client et pas la société de structurer la personne. Et le prestataire, c'est le contraire. Donc c'est la société de SAP qui est l'employeur de l'intervenant. Cet agrément, il a une validité de 5 ans qui est renouvelable sous certaines conditions qu'on verra également par la suite. Et il concerne des activités liées au public fragile, c'est-à-dire tout ce qui est garde d'enfants et accompagnement d'enfants de moins de 3 ans, toutes les activités liées donc aux personnes handicapées et toutes les activités liées aux personnes âgées. Donc là, vous avez une liste de ces activités. Donc ces activités sont prévues dans le Code du travail. Et l'agrément, donc il est délivré suite au respect d'un cahier de charge de l'agrément, qui contient 62 items et dont son application est obligatoire.
Donc il n'y a pas d'évaluation interne, mais il y a une auto-évaluation chaque année qui doit être faite par l'organisme sur ces 62 points du cahier de charges d'agrément. Donc au bout de 5 ans, comme je vous ai dit, vous pouvez renouveler votre agrément. Donc grâce à la certification de service dont on parlera un peu plus tard, donc la certification Qualicert TSGS sur le référentiel SAP, ou grâce à une évaluation externe que nous réalisons également. Donc ça c'est pour la partie agrément. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autorisation, et c'est là où rentre donc l'Agence régionale de santé, l'ARS. Donc suite à la du 21 juillet 2009, donc afin d'assurer un pilotage unifié de la santé par région, sous la forme d'un système de régulation de l'offre de soins, l'ARS délivre donc à des établissements médico-sociaux une autorisation. Donc, pour l'autorisation, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle s'applique donc uniquement pour le mode prestataire et pas pour le mode mandataire comme on avait vu pour l'agrément. Elle s'inscrit dans la loi dite 2002, donc 2 janvier 2002, sur la rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle est inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles. Et contrairement à l'agrément, donc qui est valable 5 ans, l'autorisation est valable 15 ans, qui est également renouvelée grâce à une certification de service plus un complément d'évaluation externe que nous pouvons réaliser, ou 2 évaluations externes sur une période de 15 ans et 3 évaluations internes. Juste, donc, ces obligations réglementaires sont obligatoires évidemment, mais elles n'assurent pas la qualité de la prestation de ces organismes. Donc, pour cette raison, et parmi d'autres que je laisserai Madame Joche vous expliquer, donc la DGE a souhaité mettre en place une charte nationale qualité qui sera donc un premier pas dans la qualité de service et pas que, dans la qualité aussi de l'organisation interne de vos structures. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Joche de la DGE qui va vous expliquer un peu plus sur la charte nationale. Je vais baisser parce que je suis un peu plus petite que vous. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Sabine Joche. Je suis chargée de projet à la Direction générale des entreprises Mission Service à la personne au ministère de l'économie et je pilote le dispositif Charte nationale qualité. C'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter ce dispositif. Je voudrais simplement préciser quelque chose en complément à l'intervention de Madame Viana, qui vous a parlé rapidement de l'autorisation. Mais l'autorisation concernant les services qui interviennent au domicile des personnes âgées et handicapées est délivrée par les conseils départementaux et non par les ARS. Les ARS délivrent des autorisations pour des établissements de santé, mais pour les services, ce sont les conseils départementaux. Cette petite nuance me paraissait nécessaire de vous le préciser pour pas que vous restiez sur une ambiguïté éventuelle. Voilà. Ceci étant, j'arrive au cœur de mon sujet, qui est donc la Charte nationale qualité des services à la personne. De quoi parle-t-on quand on parle de Charte nationale qualité? Peut-être faut-il très rapidement que je vous dise quels sont les éléments qui nous ont conduits à mettre en place ce dispositif. Vous savez que nous gérons une base de données Nova. Ceux qui sont déjà en activité savent ce que c'est Nova. C'est une base de données que vous remplissez régulièrement avec votre activité mensuelle et trimestrielle. Et ça nous permet d'avoir une vision très concrète et assez précise de comment évoluent les services et qu'est-ce que ça représente, ce secteur. Et donc nous avons en même temps remarqué que ces organismes n'étaient pas vraiment dotés d'un outil qui leur permettait de conduire une démarche d'amélioration continue. 20 000 organismes n'ont pas de démarche d'amélioration continue sur environ 30 000. Donc on s'interroge, quand on est une administration centrale,
on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation, pour faciliter à tous le passage vers une démarche d'amélioration continue. C'est de là qu'est né le projet Charte nationale qualité. Donc, mon propos, il va se structurer autour de tous les points qui s'affichent sur l'écran. Qu'est-ce que c'est la Charte nationale qualité? De quoi atteste-t-on quand on adhère à la Charte nationale qualité? Et quels sont les outils du dispositif? Après, on va rapidement regarder comment on peut adhérer, quels sont les droits et les avantages qu'on a, et quels sont les premiers résultats. Alors, la Charte nationale qualité, c'est d'abord un outil universel. Il s'adresse à l'ensemble des organismes, quelle que soit leur ancienneté, sous réserve qu'ils soient déclarés ou déclarés et agréés et qu'ils aient un salarié. Nous verrons pourquoi un salarié, parce qu'il faut évidemment pouvoir manager un minimum pour qu'on puisse s'engager dans une démarche d'amélioration continue, puisque nous verrons que ce sont les processus de management qui sont beaucoup interrogés. C'est un outil pédagogique. Il doit vous aider à vous améliorer en continu. Il doit vous mettre à disposition des outils faciles que vous comprenez, que vous pouvez utiliser et qui vous permettent toujours de progresser dans cette démarche d'amélioration continue. Elle doit aider à favoriser une culture commune. L'idée, c'est que plus il y a de gens qui adhèrent à la charte, plus on a un langage commun sur la qualité et plus on partage des valeurs communes. Donc c'est une culture commune qui doit émerger à partir de ce dispositif. Il doit vous permettre évidemment de vous préparer à des échéances qui sont des échéances réglementaires, comme par exemple le renouvellement de l'agrément ou peut-être même une préparation à la certification ou à un label, parce que ce sont, on le verra bien, des marches supplémentaires. La charte qualité, c'est qu'une brique de base. Ce n'est pas la même exigence que celle que la certification qui vous demande. On dit souvent la démarche de qualité par excellence, c'est la certification. Ce n'est pas la charte qualité. La charte qualité, ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier pour vous engager dans l'amélioration continue. Et après, il y a la brique supplémentaire, vraiment qui donne une garantie, c'est la certification. Nous ne donnons, on verra, pas de garantie. C'est vous-même qui vous engagez et c'est avec vous-même que vous prenez cet engagement. Et ça vous permet évidemment de mieux manager toutes ces échéances. Après, la charte qualité est aussi un outil qui permet d'interagir, comme je vous l'ai dit, avec les autres dispositifs. J'ai positionné volontairement sur le bas la charte qualité, comme si c'était la brique de base. C'est le départ dans la qualité. Et après, vous voyez bien qu'elle permet de se préparer à une échéance de certification, à un label, et qu'elle permet aussi de se préparer, par exemple, à une évaluation externe qui précède un renouvellement d'agrément et au renouvellement d'agrément. Donc, c'est un outil polyvalent, comme je vous l'ai dit, universel, pédagogique, mais aussi polyvalent, parce qu'il vous aide à mieux appréhender toutes ces échéances qui vous sont imposées pour répondre aux obligations qui vous sont faites. Voilà. Alors, autre élément important, c'est un outil de promotion. Parce que quand on adhère à la charte, on peut utiliser le logo, on verra les outils qui vous sont proposés, enfin, la marque, vous avez le droit d'utiliser la marque. C'est une marque d'État qui se symbolise par un logo, on le voit en bas. Ça ne vous échappera pas, il est millésimé. Il porte déjà le millésime 2016 puisque je prépare les outils pour 2016. Et donc, il est valable 1 an.
C'est-à-dire que tous les ans, vous avez besoin de réadhérer pour montrer que vous êtes toujours engagé. Et donc, en utilisant ce logo, vous vous différenciez par rapport à d'autres organismes qui, eux, n'ont pas la charte, n'ont pas adhéré et qui ne peuvent pas se prévaloir. Ah, je change à chaque fois dans le mauvais sens. Voilà. Donc, de quoi atteste-t-on quand on adhère à la charte? C'est extrêmement important et c'est là toute la nuance avec la certification. Vous attestez que vous mettez en œuvre une démarche d'amélioration continue qui se concrétise par quoi? Par des engagements. Vous vous engagez. Et donc, vous vous engagez par rapport à vous-même, par rapport à vos salariés, par rapport à vos bénéficiaires, aux clients que vous servez. Vous vous engagez de mieux faire là où c'est nécessaire. Donc c'est un contrat que vous faites avec vous-même. Personne d'extérieur ne viendra voir comment vous le faites. Donc l'important quand on adhère à la charte, c'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Excusez-moi, voilà. C'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est le fait de se dire ce que je fais, je le fais en mon âme et conscience, puisque je n'ai aucun contrôle extérieur. Personne ne viendra vous dire comment vous faites telle et telle procédure, là vous êtes à tel niveau, là c'est bien, là peut mieux faire. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui fait le contrôle, c'est vous-même. On est dans une auto-évaluation, c'est très important. Et donc les engagements qui sont pris, ils s'affichent, c'est répondre de manière adaptée et rapide à la demande, c'est de fournir des informations très complètes tout au long de la prestation et des informations fiables que tout le monde peut comprendre. C'est d'adapter son intervention à l'évolution du besoin. C'est de mettre au service du client des intervenants compétents et professionnels. C'est de respecter la vie privée et l'intimité des personnes. C'est de faire évoluer les pratiques pour améliorer la satisfaction du client. Et vous voyez bien que ces engagements qui sont listés ici, c'est ni plus ni moins que les engagements, les dispositions du cahier des charges de l'agrément traduit en engagement. Ce n'est pas plus que ça, et ce n'est pas moins que ça. Donc c'est une façon extrêmement pratico-pratique de vérifier, notamment pour ceux qui sont agréés, qu'ils sont bien dans les clous avec le cahier des charges de l'agrément. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Souvent, on remarque qu'au bout de 1 ou 2 ans, il y a des petits écarts avec le cahier des charges de l'agrément. Et donc, c'est un moyen de vous tenir toujours tout près des objectifs qui sont fixés par le cahier des charges. Et alors, vous attestez d'un autre point. Au-delà de ces engagements, vous attestez de votre évaluation annuelle. C'est-à-dire, on ne s'évalue pas une fois et on n'a pas la marque pour 1 an. Normalement, quand on franchit ce pas, on s'engage à le faire régulièrement. C'est-à-dire que tous les ans, on se regarde. On regarde où on en est, quels sont les progrès qu'on a accomplis et qu'est-ce qu'on peut mieux faire, puisqu'on peut toujours mieux faire. Alors très rapidement, je suis très schématique parce que le temps est compté, je vous ai rapidement présenté juste les outils de la charte. Quels sont les outils du dispositif? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose ce questionnaire d'auto-évaluation qui me permet de m'interroger sur mes pratiques, qui permet de regarder mes résultats, mais sans qu'ils soient communiqués à un tiers. Ces résultats, ils sont pour vous et pour personne d'autre. C'est vous-même qui les gardez. Ils ne sont pas communiqués à la directe, ni à l'unité territoriale. C'est confidentiel. Ces résultats sont confidentiels. Le rapport de résultats, l'auto-évaluation qui comporte environ 300 questions, questionnaire qu'on est obligé de renseigner dans un délai de 2 mois. On peut y aller, peut y revenir. C'est sur Nova qu'on le renseigne. Quand on le renseigne et quand on a fini de le renseigner,
il génère automatiquement un rapport de résultat. Et il vous dit tout de suite quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Mais on ne s'arrête pas là. Il vous propose, dans la foulée, des actions à mener. Et donc, vous choisissez parmi ces actions, qui peuvent être nombreuses, parfois c'est selon le niveau qu'on a atteint, les actions en priorité 1, vous êtes obligé de les prendre. Vous ne pouvez pas les discuter parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec le réglementaire, avec les exigences réglementaires. Et les actions en priorité 2, vous pouvez les choisir. Et donc, vous avez 1 mois pour valider votre plan d'action. Et à partir de là, démarre la phase de mise en œuvre. Donc, qu'est-ce que je fais? Et concrètement, et même générer un planning pour ces actions où vous désignez qui est responsable, dans quel délai et quand est-ce que vous envisagez de penser clôturer l'action. Donc, vous avez des outils automatiques qui vous sont donnés pour que vous puissiez vraiment vous améliorer pratiquement. On ne s'arrête pas là. Il n'y a pas seulement ce plan d'action, il y a aussi une bibliothèque de fiches, des fiches qui vous permettent de répondre par exemple à l'engagement numéro 1. Il y a des fiches qui correspondent à l'engagement numéro 1. Comment je réponds rapidement à la demande du client, avec plein de conseils pratiques qui vous sont donnés pour mettre en œuvre cet engagement. Et ainsi, les 6 engagements qu'on a déroulés tout à l'heure sont concrétisés par des fiches pratiques pour que vous puissiez mieux les mettre en œuvre. Donc vous avez un ensemble d'outils très simples et très faciles qui vous permettent d'avancer. On a un kit de communication, ce dont je vous ai parlé. C'est une affiche. Pour les adhérents, vous avez le droit d'afficher cette affiche-là dans vos locaux, d'utiliser le logo. Il y a encore là le logo 2015. Très bientôt, il sera 2016. Et donc, pour une année, vous pouvez utiliser ces outils pour vous distinguer par rapport à ceux qui ne sont pas adhérents et pour montrer que vous vous engagez dans la qualité. Nous avons aussi conçu des affiches en lien avec des certificateurs, les 3 certificateurs que je cite rapidement. AFNOR, certification, qui est le certificateur sur le secteur, on dira, le plus important, SGS, ICS et Bureau Veritas. Et si vous êtes certifié et que vous adhérez à la charte, vous utiliserez la fiche qui vous convient avec les 2 logos de la charte et de la certification de votre choix. Alors, comment j'adhère? Rapidement, 3 profils. Si je suis un organisme, je commence par le plus simple, parce que si je suis un organisme certifié, j'ai carrément une très grande facilité d'adhésion parce que mon certificat me permet d'adhérer directement via Nova sans être obligé de m'auto-évaluer. L'auto-évaluation est facultative. Je peux m'en servir si je veux, mais je n'y suis pas obligée parce qu'on considère que les efforts que vous faites en audit annuel sont suffisants pour répondre aux exigences de la charte, largement suffisants. Et en plus, ils sont contrôlés par un organisme extérieur. Donc, il y a tout intérêt, évidemment, pour vous à adhérer puisque c'est gratuit, puisque c'est facile. L'intérêt pour les certifiés, c'est que vous avez accès aux outils. Vous avez accès à l'auto-évaluation. Par exemple, avant un audit, vous pouvez vous checker, vous pouvez dire, tiens, je vais rapidement voir où j'en suis, est-ce que je suis assez dans les clous? Et hop, vous pouvez facultativement générer une auto-évaluation, mais sans qu'elle impacte votre adhésion. Hein. Ça ne rentrera pas dans la logique de l'adhésion, puisque vous êtes déjà adhérent. Vous avez droit à accéder aux outils, à la bibliothèque. Voilà, donc tous ces outils peuvent vous être utiles. C'est très facile, mais ce n'est certainement pas la majorité parmi vous. Les organismes agréés, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au cahier des charges. Ça ne vous aura pas échappé, le dispositif est extrêmement bien calé sur les exigences du cahier des charges. Donc ceux qui sont agréés considèrent qu'ils connaissent le cahier des charges et qu'ils l'appliquent et que c'est un outil qui leur permet juste de vérifier tous les ans où ils en sont. Donc vous faites la demande via Nova, vous vous auto-évaluez
quand vous avez terminé votre auto-évaluation et que vous avez validé votre plan d'action, vous êtes adhérent. À ce moment-là, vous avez l'adhésion pour 1 année. Maintenant, les organismes déclarés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas agréés, ils ont un statut un peu différent. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'ils sont plus loin des exigences du cahier des charges puisqu'ils n'en ont pas. Et comme le dispositif est bâti sur les exigences du cahier des charges, il faut les amener doucement à se mettre aussi dans les clous. Alors on me dira, mais oui, mais ces exigences ne concernent pas, mais qui peut le plus peut le moins. Parce que pourquoi? Le cahier des charges, c'est ni plus ni moins une manière de répondre à la qualité exigée par le client. Donc, ce qui est vrai pour l'agrément peut aussi l'être pour la déclaration, puisqu'on veut gravir la marche qualité. Et donc, vous faites la demande, vous vous auto-évaluez, et là, il y a une nuance. Vous validez votre plan d'action, mais quand vous avez validé votre plan d'action, vous n'avez pas tout de suite le statut d'adhérent, vous avez le statut de pré-adhérent. Parce qu'on attend de vous de réaliser 50% de vos actions dans un délai maximal de 6 mois pour pouvoir être adhérent. C'est-à-dire, vous devez nous prouver que vous ne cherchez pas à utiliser à tort une marque d'État, mais que vous voulez bien vous engager dans l'amélioration continue. Donc le ticket d'entrée la première année est un peu plus cher, mais il vaut la peine parce que ça vous permet après d'accéder tous les ans à l'auto-évaluation et la deuxième année, évidemment, vous rentrez dans le rythme tout à fait normal. Voilà, alors quels sont les droits et les avantages que vous confère l'adhésion? Je crois que je l'ai déjà largement évoqué, mais je le synthétise. Vous avez un accès gratuit et illimité aux outils et ressources du dispositif. Tous les jours, vous pouvez chercher parmi les fiches bibliothèques celle qui vous convient. Vous pouvez immédiatement, avec Nova, via l'onglet charte qualité, toujours accéder au dispositif. Vous avez évidemment le questionnaire d'auto-évaluation qui vous permet d'obtenir le bilan de vos points forts et de vos points faibles, d'avoir les conseils et les pistes qui vous sont proposés pour vous améliorer, et ces conseils sont personnalisés. Vous pouvez vous comparer aux organismes du secteur et vous pouvez renseigner évidemment et suivre librement votre plan d'action. Donc ça, ce sont quand même des outils extrêmement précieux pour ceux qui ont compris que la qualité dans le secteur est l'enjeu fondamental. Vous avez la bibliothèque avec les outils et tout ce qui est proposé pour vous améliorer. Et puis vous avez toute la visibilité et la communication qui peut être faite grâce au kit de communication qui vous permet de vous distinguer par rapport à d'autres organismes qui n'auraient pas pris cet engagement. Voilà, alors rapide coup d'œil, c'est un dispositif qui est très jeune. Il entre dans sa 3e année, il a été lancé en 2013, donc 2013-2014, 2014-2015, nous entrons en 2016. Donc vous voyez, il est très jeune et aujourd'hui, il a environ 10% d'adhérents. Et nous espérons qu'au fur et à mesure que le temps passe et que le dispositif est connu, que de plus en plus de personnes pourront adhérer à ce dispositif et se saisir des outils qui sont proposés. Vous remarquerez que ce sont les organismes agréés qui ont une plus grande appétence pour le dispositif parce qu'il est vraiment bien profilé pour eux. Je concède que le fait que le ticket d'entrée est plus lourd à payer pour les déclarer fait qu'ils sont peut-être un peu moins attirés, ce qui est fort dommage, parce que la première marche franchie, c'est très bien après de continuer à en profiter. Et les organismes certifiés, comme vous voyez, sont aussi représentés. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à vous rendre sur le site du ministère qui vous donne plein d'informations. J'ai distribué à certains d'entre vous la brochure « Comment adhérer ». Vous en trouvez quelques-unes ici sur la table, si vous voulez vous en servir. Sinon, rendez-vous sur le site de la DGE qui est pas loin d'ici, où ces brochures sont aussi en libre accès. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.
avez des questions sur la charte? Et monsieur là. Oui, bonjour. C'est pas vraiment sur la charte en fait. Nous, on est déjà adhérents de la charte. On est une association déclarée depuis 3 ans. Et effectivement, la charte nous a vraiment permis d'améliorer notre qualité, notre fonctionnement. C'est clair, c'est super pratique cet outil. Par contre, là, on est engagé dans la démarche pour obtenir l'agrément. Et je me permettais de vous poser une question. On a vraiment du mal à avoir des personnes en fait localement pour aller les rencontrer physiquement et être accompagnés dans la démarche pour constituer le dossier d'agrément, pour qu'il soit vraiment bien constitué. On a eu déjà un refus il y a 4 mois parce qu'il était justement mal constitué. Est-ce que vous pourriez me dire quel interlocuteur nous, on est dans Paris 20e, par exemple, quel interlocuteur on peut aller voir physiquement? Mais c'est l'unité territoriale de Paris qui, normalement, a du personnel pour instruire ces agréments et qui sont aussi des personnes ressources pour vous guider et surtout pour vous dire quels sont peut-être les points faibles de votre dossier et quels sont les points sur lesquels il faut vous améliorer. Oui, voilà. Je pense qu'il vaut mieux prendre rendez-vous et avoir un échange direct à l'appui de votre dossier. Mais sachez une chose, il faut parfaitement maîtriser les exigences du cahier des charges de l'agrément pour pouvoir prétendre à l'agrément. Elles sont quand même assez nombreuses, ces exigences, donc lisez-le à tête reposée. Regardez comment vous pouvez répondre, questionnez-vous vous-même en disant comment je peux répondre à ça. La charte, en fait, vous permet de le faire, mais si vous êtes déclaré que vous n'avez pas encore le statut d'agréé, vous ne pouvez pas télécharger le questionnaire agréé, donc effectivement, vous ne pouvez pas vous checker. Donc, faites l'exercice en balayant tous les items du cahier des charges et regardez comment vous, avec les moyens que vous proposez, vous envisagez de répondre à ces exigences. Bonjour, je suis Lisa Kim, je suis responsable qualité à Présence Verte, c'est la téléassistance aux personnes. On est une structure déclarée et ma question c'était l'incidence de la nouvelle loi du vieillissement sur la déclaration et sur l'agrément. Alors, la présentation va continuer, elle va aborder ce sujet, mais je vais répondre à la question, si vous permettez, après la présentation, pour que ça soit complet. Hein. Mais je n'oublie pas votre question, j'y répondrai. D'autres questions sur la charte? Bonjour, je voulais savoir pour la charte, quand on a déjà été adhérent et qu'on a déjà fait l'auto-évaluation et qu'après l'année d'après qu'on n'a pas fait suite, est-ce qu'on peut reprendre au niveau d'auto-évaluation ou bien il y a une suite à faire? Si vous avez adhéré pour une année Oui. et que vous avez loupé le coche, je dirais, de l'auto-évaluation qui devait se faire dans les délais pour être dans la continuité, rien ne vous empêche de reprendre comme si vous démarriez. Mais comme je vous ai dit, l'idée qu'il faut retenir, c'est que quand on adhère à la charte, c'est de se faire ces échéances pour ne pas perdre de temps, de manière à ce que d'une année à l'autre, vous ayez une parfaite continuité. Ce qui veut dire que 3 mois avant l'échéance de votre adhésion, mettez-vous dans la situation de vous auto-évaluer et de refaire un plan d'action. Comme ça, vous avez la continuité optimale. Merci. Excusez-moi, j'en profite, mais quelle est la différence? Parce que ce matin, on a eu une autre conférence qui parlait de l'autorisation. Quelle est la différence concrète entre l'autorisation et l'agrément?
Est-ce qu'elle est plus... L'exigence surtout, est-ce que c'est plus souple? Est-ce que les avantages sont différents? Est-ce que le secteur couvert est différent? Quelle est la différence en fait L'agrément est délivré par l'État, donc par les unités territoriales, les directs. L'autorisation est délivrée par les conseils départementaux. L'autorisation est un mécanisme de la loi 2002 que vous connaissez, qui est dans le champ du médico-social et qui met une grande focale sur la manière dont on fait participer le bénéficiaire ou l'usager, nous on dira le client. L'agrément, lui, obéit à un cahier des charges précis avec des obligations qui sont bien connues, si vous voulez. Alors que l'autorisation, elle, déjà, est délivrée pour 15 ans, l'agrément pour 5 ans, et c'est pas pour rien. 5 ans, on pense que c'est une durée suffisamment longue pour se reposer de nouveau les bonnes questions. 15 ans, c'est quand même long. Vous avez le rythme de l'évaluation externe qui n'est pas le même. Dans l'autorisation, c'est tous les 7 ans. Dans l'agrément, c'est avant le renouvellement de l'agrément. Donc, c'est tous les 4 ans, on va dire. Donc, en fait, je veux dire, on peut essayer d'obtenir l'autorisation sans viser l'autorisation au lieu de viser l'agrément. Mais oui. Qu'est-ce qui est plus avantageux pour une structure, en fait? Je ne peux pas vous répondre, monsieur, parce que les structures qui sont autorisées, elles sont aussi déclarées et elles ont les mêmes avantages fiscaux pour leurs clients que les structures agréées. Mais le projet de loi, qui va d'ailleurs être adopté probablement dans les semaines qui viennent, va complètement modifier le paysage. On en parlera après. Pour la charte, c'est bon? Tout est bon? Merci beaucoup, Madame Josh. Alors, comme a expliqué Madame Josh, donc l'adhésion à la charte nationale, elle exige une auto-évaluation. Mais seul un organisme tiers, donc comme un organisme certificateur, peut vraiment attester de la conformité d'un certain nombre d'exigences sur la qualité de service. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de la certification de service, donc proposée par SGS ICS. Donc, très très brièvement, donc SGS ICS est un organisme certificateur accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui est un organisme de l'État indépendant. C'est le leader de la certification de service avec la marque Calicert, donc marque déposée par SGS. Et nous avons eu environ 1500 jours d'intervention sur le secteur médico-social entre 2014 et 2015. Donc la marque Calicert, elle a plusieurs référentiels. Donc, on va parler plus exclusivement du référentiel pour le SAP. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel? C'est un cahier de charges qui comprend les exigences et les modalités pour obtenir une certification. Un certificat, donc ça soit très clair, la distinction entre l'agrément et tout ça, c'est un document officiel qui est délivré par un organisme certificateur qui est accrédité et qui atteste de la conformité d'une structure à ce dit référentiel. Et donc, un point important également, c'est que la certification de service est une démarche volontaire, donc non obligatoire, qui permet à un organisme de se structurer, de valoriser son organisation interne et sa qualité de service. Donc, tout référentiel, il est coécrit entre SGS et ce qu'on appelle un demandeur. Donc aujourd'hui, le référentiel SAP de SGS, il est porté par la FESP, la Fédération du service aux particuliers, que vous retrouvez également au salon. Et ensuite, ce référentiel est validé par plusieurs parties prenantes. Donc, des professionnels du secteur, des associations de consommateurs, les pouvoirs publics évidemment, les professionnels de qualité juristes. Et au sein de SGS, nous avons également un comité SAP qui se réunit pour cette validation et pour toute révision. Donc, sur le référentiel lui-même, donc c'est un référentiel qui est métier.
Donc, il va être décliné par activité. Comme vous savez, il y a plusieurs activités dans le secteur de service à la personne. C'est très large. Donc, ça passe du soutien scolaire, personnes dépendantes, personnes âgées, etc. Personnes dépendantes, évidemment. Il prend toute la structure en compte, c'est-à-dire la partie liée à la direction, la partie ressources humaines, la vente, tout ce qui est opérationnel, le suivi des prestations, la qualité des prestations. C'est vraiment un référentiel qui est très complet. Il est très précis. Il élève donc le niveau d'exigence par rapport au cahier de charge d'agrément, donc il va bien évidemment au-delà. Il est facile à faire évoluer. Donc, comme vous savez, la réglementation, elle est très en mouvement dans le secteur, donc on les prend en compte à chaque révision du référentiel. Donc, vous avez un certificat qui est délivré pour 3 ans avec un audit sur site très important tous les ans. Et ça permet également une professionnalisation du secteur. Donc, la version 6 de notre référentiel de 2012, reconnu conforme au cahier de charge d'agrément par la DGE, donc la MISAP. Il permet de fait le renouvellement automatique, donc au bout des 5 ans de l'agrément, comme on vous a dit. Il permet également l'adhésion à la charte nationale et l'allègement de l'évaluation externe dans le cadre de l'autorisation. Donc, concrètement, le cycle de certification, c'est un cycle de 3 ans. Donc, vous faites une demande auprès de SGS pour être audité. Vous avez un minimum de 3 mois d'historique conforme au référentiel, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir appliqué pour avoir un minimum de matière d'audit conforme. Ensuite, donc, on vous planifie l'audit, l'auditeur se rend sur place, donc il réalise un audit. Lors de cet audit, des éventuels écarts au cahier de charge, donc au référentiel, peuvent être détectés. Dans ce cas, SGS vous accorde un temps pour se mettre en conformité. Vous allez vous mettre en conformité au référentiel pour qu'on puisse vous délivrer le certificat. Donc, l'auditeur va émettre un avis. Si son avis est positif, donc ensuite le comité de SGS va valider ou pas cet avis. Ce certificat sera valable pour 3 ans. Mais évidemment, donc, tous les ans, il y a un audit qui est fait sans allègement, c'est-à-dire qu'on balaye l'ensemble des engagements du référentiel tous les ans. Et au bout des 3 ans, évidemment, vous pouvez renouveler votre certificat pour un nouveau cycle de 3 ans. Donc, pour être certifié concrètement, de façon très succincte, donc il faut avoir une politique qualité. On va vous demander également d'établir des guides techniques, sur la partie accueil, pour les intervenants, aussi pour la sécurité des prestations. On va vous demander aussi des documents de recueil de besoins de vos clients, des obligations contractuelles, des enregistrements de contrôle de la prestation, la satisfaction des besoins. On vous exige également des audits internes tous les ans. Et évidemment, vous avez une communication sur cette démarche qualité, puisque l'objectif aussi, entre autres, de la certification est d'avoir une notoriété par rapport à vos concurrents. Donc, pour réussir sa certification de service, le plus important, c'est quand même la traçabilité. C'est ce qu'on retrouve de plus compliqué, on va dire, pour ceux qui commencent une démarche de qualité. Donc, c'est la traçabilité des informations et des pratiques que vous avez mises en place en interne. Et c'est aussi la traçabilité des retours clients, c'est-à-dire la satisfaction de vos clients, les réclamations éventuellement que vous recevez. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir une amélioration continue, comme pour la charte nationale, dans un système qui est lié à une réponse plus adaptée aux besoins des bénéficiaires. Donc, l'objectif de cette traçabilité, c'est pour mieux se comprendre en interne le rôle de chacun, mais c'est aussi de toujours s'assurer qu'on fait toujours de la façon dont il faut faire et que chacun sait aussi ce qu'il y a à faire et que le savoir ne se perde pas. Donc, pour la certification CALICERT, on avait dit qu'il y avait une reconnaissance totale avec l'évaluation externe prévue pour le renouvellement de l'agrément. Donc, concrètement, vous avez un certificat, vous pouvez renouveler votre agrément pour les prochains 5 ans. Et vous avez une reconnaissance partielle avec l'évaluation externe, avec un complément, comme on vous a dit tout à l'heure, d'évaluation externe dans le cadre de l'autorisation. Donc concrètement, ça va réduire le temps passé par l'évaluateur au sein de la structure. Alors, comment on a mis en place cette équivalence? Donc, par rapport à l'agrément, donc la version 6, il y a une reconnaissance par l'Agence nationale de services à la personne, donc pour le renouvellement automatique.
Et en 2015, donc une reconnaissance du référentiel par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique pour une durée de 3 ans qui permet un renouvellement à nouveau donc, de l'agrément. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré dans le référentiel et CALICERT SAP l'ensemble des exigences du cahier de charges de l'agrément. Donc les 62 points qu'on vous a dit qui étaient obligatoires pour toute structure qui réalise des activités agréées. Donc les organismes de services à la personne certifiés obtiennent à leur demande une adhésion automatique à la charte, comme on a également déjà évoqué. Donc là, vous avez un visuel sur un écran sur le référentiel SAP. Donc ça, c'est les tout premiers engagements. Vous avez sur la première colonne des numéros. Donc ces numéros font référence à l'item auquel correspond le cahier de charge de l'agrément. Donc on sait exactement à quoi l'engagement correspond dans le cahier de charge de l'agrément, ce qui a permis donc à la NSP et ensuite au ministère d'avoir cette reconnaissance. C'est la prise en compte de 100% de ces éléments et évidemment la certification va au-delà, hein, sinon il n'y a pas d'objectif de qualité. Donc par rapport à l'autorisation, donc vous avez peut-être également vu le stand de l'ANESM, il y a une prise en compte des recommandations des bonnes pratiques. Donc également sur le référentiel, vous avez les recommandations qui sont citées, donc avec les numéros qui correspondent, puisque si vous entrez sur le site de l'ANESM, il y en a énormément, donc tout ne vous concernera pas. Donc vous allez choisir, sélectionner celles qui vous concernent directement, en tout cas il y a matière. Et dans le référentiel, en tout cas, on a pris en compte celles qui étaient les plus pertinentes pour le secteur et celles qui vous concernaient plus spécifiquement. Donc, dans le référentiel, on a également établi des spécificités sur les autorisations, comme tout ce qui est projet de service, livret d'accueil, règlement de fonctionnement. Mais donc, concrètement, comment je vais renouveler mon agrément grâce à la certification de service CALICERT? Donc, j'ai mon certificat. Concrètement, comment ça se passe? Donc, Madame Josh vous a cité la plateforme Nova. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. Donc, c'est un espace personnel que chaque structure SAP peut avoir, dans laquelle elle va renseigner un certain nombre d'informations sur sa structure. Donc, vous avez plusieurs onglets, identification, implantation, déclaration, agrément, certification, entre autres. Donc, dans le pavé certification, vous renseignez les activités pour lesquelles vous avez été certifié, c'est-à-dire les activités que nous avons pu auditer. Parce que comme vous savez, donc, quand vous déclarez la toute première fois votre demande d'agrément auprès de la directe, vous allez proposer un certain nombre de prestations. Or, vous n'allez pas forcément avoir des clients pour toutes ces prestations. Donc, il y a un souhait du ministère que ces activités ne se répètent pas dans l'agrément si elles ne sont pas réalisées. Donc, nous, on ne met sur le certificat que les activités qui sont réellement auditées, c'est-à-dire celles pour lesquelles vous avez eu des bénéficiaires dans l'année en cours. Donc, vous renseignez ces activités. Donc, pour le client en question, j'ai évidemment masqué. Donc, vous avez par exemple 2 certificats CALICERT, un qui est en cours, un qui est donc le précédent. Et vous avez donc 2 statuts, donc un vérifié, un déclaré. Donc, il y a un deuxième pavé dans lequel vous allez mettre donc, votre certificat en pièce jointe. Vous allez renseigner quelques petites informations. Et SGS reçoit donc une alerte pour vérifier ce dépôt de certification, pour valider donc, si c'est vrai ou pas. Donc, on fait cette vérification pour tout organisme certifié. Et ensuite, on va changer ce statut donc, de déclaré à vérifier et on le valide. Et donc, comme ça, corrigez-moi si je dis une bêtise, donc la directe, elle accède directement à cette plateforme. Donc, elle voit que l'organisme certificateur a bien validé ce certificat. Ce n'est pas un faux, c'est un vrai document, il est valable, on a bien audité cette structure. Et comme ça, on va renouveler l'agrément de cette structure. Alors, toc, 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 toc. Je vous ai mis quelques exemples de certifiés que nous avons aujourd'hui. Nous avons, juste pour vous donner un ordre d'idée, environ 900 sites certifiés SAP. Donc ça peut être des petits indépendants comme des grands réseaux. D'ailleurs, vous les voyez au salon, il y en a quelques-uns quand même qui sont présents.
Donc pour la partie agrément, là j'ai mis un peu de garde d'enfants, des nouveaux aussi, toujours sur l'agrément. Quelques insoumis à déclaration, donc je pense que vous les connaissez également. Hop. Donc on arrive bientôt à la fin, donc je tenais vraiment à avoir un récapitulatif de ce qui a été dit pour que la distinction soit très très claire, puisqu'encore une fois, chaque salon, on se rend compte qu'il n'y a pas encore cette compréhension. Donc le rôle de chacun, donc la DGE, donc avec la directe, dans le ministère de l'économie, de l'industrie du numérique, elle va vous donner les exigences réglementaires, elle va vous délivrer donc l'arrêté d'agrément et elle vous propose une démarche qualité par la charte nationale. De l'autre côté, vous avez SGS-ICS, donc qui est un organisme certificateur, donc c'est une démarche volontaire qui vous délivre donc un certificat et qui propose une démarche qualité grâce à la certification de service. Alors, tout ce qu'on vous a dit est toujours valable, hein, donc en tout cas jusqu'à deuxième ordre. Comme Madame Josh a annoncé, et suite également à la question au fond, donc c'est un secteur qui est en mouvement et il y a une nouvelle loi, je ne sais pas si vous avez tous suivi, qui est en cours et qui donc va modifier beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. C'est pourquoi nous présentons uniquement des pistes. On aimerait avoir plus d'éléments pour faire une vraie conférence sur 2016. Malheureusement, on n'a pas plus d'éléments à ce jour. Donc, suite au projet de la loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, donc, il y aura, donc, en tout cas, c'est ce qu'on a compris jusqu'à présent, la fin de l'agrément pour donc, personnes âgées, personnes handicapées. Par contre, le maintien de cet agrément pour la garde d'enfants et pour le mode mandataire. Le mode, avec un remplacement de l'agrément par l'autorisation, qui ne sera pas la même autorisation qu'on vous a décrite tout à l'heure. Donc, il y a un nouveau cahier de charge de l'autorisation qui va sortir, on ne sait pas encore quand, en même temps que la loi, selon la ministre. Donc, on attend avec impatience. Donc, à une application de cette nouvelle loi, on ne sait pas encore si au 1er janvier 2016 ou au 1er juillet 2016. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les organismes qui sont actuellement agréés auront automatiquement l'autorisation, hein, c'est ce qui nous a informé la DGE, de façon automatique. Donc surtout, il faut bien renouveler vos agréments, même si la loi va changer dans les mois qui viennent, on ne sait pas exactement quand. En tout cas, SGS, on suit ça de près. On va évidemment prendre en compte le nouveau cahier de charge de l'autorisation qui sortira pour modifier notre référentiel, parce que comme je vous ai dit, on va très probablement faire une révision, donc en 2016 obligatoirement, pour ensuite faire une demande de reconnaissance, comme on l'a faite pour l'évaluation externe, comme on l'a faite pour le cahier de charge de l'agrément. Donc on compte faire la même chose pour le cahier de charge de l'autorisation et espérer avoir un renouvellement automatique de cette autorisation qu'on ne connaît pas encore avec le certificat SAP CALICERT. Voilà. Oui. Madame Josh va répondre à la question justement à ce sujet à Madame. Oui, alors pour répondre à votre question, la déclaration, le projet de loi, comme vous l'avez entendu, prévoit que les organismes agréés vont automatiquement être autorisés à partir du moment où la loi entre en application. Retenez que c'est l'article 32 bis du projet de loi qui est au centre de ce sujet et dont l'application risque d'être différée compte tenu des questions techniques qui vont se poser. Est-ce qu'on continue à s'enregistrer dans Nova? Oui, non. Il y a bien des liens à établir et donc il y a tout un mécanisme à mettre en place pour que tout ça soit assez clair. Ce n'est pas évident qu'on soit prêt le 1er janvier. Il est question que cet article 32 bis
s'applique qu'à partir de juillet. Surveillez l'actualité, regardez sur Internet régulièrement le projet de loi de l'adaptation de la société au vieillissement, article 32 bis, et vous verrez où cela en est. Ça, c'est un conseil très concret que je vous donne. Néanmoins, les organismes qui seront autorisés, même qui étaient agréés avant, qui vont être autorisés sous ce nouveau régime, vont devoir se déclarer. La déclaration reste. Pourquoi? Parce que c'est seule la déclaration qui ouvre droit aux avantages fiscaux pour les clients. Donc ça, c'est une certitude. On ne pourra pas, sous prétexte qu'on est autorisé, ne pas être déclaré. C'est déjà vrai aujourd'hui, donc ça sera encore plus vrai demain. Après, la question qui se pose, et ça, cette question n'est pas tranchée, vous savez que ce sont les organismes qui prestent les activités, ce qu'on appelle, qui relèvent du droit d'option. C'est-à-dire le droit d'option, ça veut dire, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux choisir si je veux prendre le régime de l'autorisation ou prendre le régime de l'agrément. Certaines activités, ce qu'on appelle l'assistance aux personnes âgées, l'assistance aux personnes handicapées, sont les activités phares de ce droit d'option. Ce sont ces activités qui vont rentrer dans le régime de l'autorisation. Pour les autres activités de l'agrément, telles que l'aide à la mobilité et au déplacement, rien n'est encore tranché. Nous plaidons en faveur d'une intégration dans le régime de l'autorisation parce que ces activités sont liées aux autres, même si elles ne relèvent pas du droit d'option. Si on vous dit que c'est la simplification, nous pensons que c'est à ce prix qu'il y a une simplification. Sinon, il n'y a pas de simplification. Sinon, vous serez obligé de demander l'autorisation, d'être autorisé pour les activités du droit d'option et de demander un agrément pour les autres activités dans le secteur des personnes âgées et handicapées. Vous voyez que nous ne trouvons pas ça, nous, au ministère de l'économie, pas très cohérent et pas très logique, mais les choses ne sont pas encore tranchées à ce stade-là. En revanche, la garde d'enfants, elle reste dans l'agrément. Alors, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. C'est le cas comme ça. On ne changera pas dans l'immédiat, mais on pourra aussi se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, cette activité ne relèverait pas plutôt et des CAF et des conseils départementaux? Je suis dans des perspectives, pas dans des choses réelles, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Et bien sûr, le mode mandataire que l'autorisation ne connaît pas. L'autorisation ne connaît pas le mode mandataire. Ce mode mandataire, il reste dans l'agrément. Donc l'agrément va devenir un peu peau de chagrin, si vous voulez. En revanche, les activités qui relèvent de la déclaration, le petit bricolage, le jardinage, enfin tout ce que vous connaissez, l'assistance informatique, tout ça, ça ne bougera pas. Pour les organismes qui prestent uniquement des activités qui relèvent de la déclaration, pas de changement. Le grand changement à venir, c'est pour ceux qui prestent des activités de l'agrément. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Bonjour. simplement pour préciser, donc pour le mode mandataire, même pour le maintien à domicile de personnes âgées, ça restera sous le régime de l'agrément, donc. Non, le maintien à domicile des personnes âgées va basculer dans le régime de l'autorisation. En prestataire et en mandataire. Uniquement prestataire. Donc le maintien à domicile en Le maintien à domicile en mode mandataire va relever de l'agrément. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonjour, vous avez cité 3 organismes de certification, donc vous, l'AFNOR et Bureau Veritas. Je voulais savoir si l'AFNOR certifiait aussi sur la même norme ou si chacun a sa propre norme. Et par ailleurs, s'il n'y a pas de, deuxième question, s'il n'y a pas de norme équivalent ISO, comme la 9001 par exemple, et qui serait aussi utilisée à l'international.
Alors, c'est la différence même de la certification de service avec les normes ISO, dites de système de management. Donc, en certification de service, comme je vous ai dit, le référentiel, donc le cahier de charge, il est coécrit entre l'organisme certificateur et un demandeur du référentiel. Donc, forcément, il ne sera pas le même entre chaque organisme certificateur. Donc, une norme ISO, elle est valable dans n'importe quel secteur, grosso modo, que ce soit l'industrie, que ce soit, peu importe. Une certification de service, c'est une certification métier. Donc là, les 3 organismes certificateurs ont un référentiel de service à la personne, mais chacun va avoir ses particularités, ses exigences, sa façon de fonctionner, ses modalités d'audit, ses modalités de fonctionnement. Voilà. Bonjour. Oui, excusez-moi, bonjour. Oui. J'aurais voulu savoir, vous avez dit que ce ne serait pas la même chose l'autorisation au niveau du cahier des charges, si j'ai bien compris. Oui. Si on est en train de préparer le dossier pour l'agrément et qu'il est quasiment fini, si jamais on l'envoie maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il sera pris en compte jusqu'au 1er janvier Alors, les dossiers en cours d'instruction, réputés complets avant l'adoption de la loi, avant l'entrée en vigueur plutôt, pas l'adoption, sont instruits par les directs, les unités territoriales. Donc si votre dossier est complet et que vous voulez le déposer dans les jours qui viennent, vous le déposez. C'est au moment où il est reconnu complet que court le délai d'instruction. Et donc, s'il est réputé complet avant que les organismes ne basculent dans le régime de l'autorisation, ce sont les directs qui vont encore terminer. C'est ce qu'on appelle la phase transitoire. Cette phase transitoire, c'est tous les dossiers réputés complets, accusés réception par les unités territoriales, vont être instruits dès lors qu'ils sont déposés avant l'entrée en vigueur de la loi. Ils sont réputés complets dès le début? Ils vérifient en fait Non, il faut que vous le déposiez et qu'il soit réputé complet par l'unité territoriale. Mais ça met combien de temps? Ah ben ça peut aller très vite si votre dossier est costaud. Ah d'accord, on est d'accord que s'il y a tout en fait. Ok, voilà. D'accord. Merci. Et donc à ce moment-là, dès lors que vous avez un agrément, votre agrément est valable, bascule dans l'autorisation, est valable pour 15 ans. Ça sera l'autorisation, ça ne s'appellera pas agrément, ça s'appellera l'autorisation. Oui, bonjour. Ce serait pour mieux comprendre en termes de déclaration. Moi, je serais intéressée à faire des activités qui sont soumises uniquement à déclaration et d'autres qui nécessitent rien. C'est pas possible de le faire, d'après ce que j'ai compris, par rapport à l'exclusivité de l'activité? Ou est-ce que c'est possible? Mais vous avez les activités et services à la personne, elles sont listées dans le Code du travail. Il y en a certaines qui relèvent de la déclaration et d'autres de l'agrément. Mais il n'y en a pas qui ne relèveraient ni de la déclaration ni de l'agrément. Vous devez... Oui, parce que c'est plus du service à la personne, c'est autre chose. Voilà, parce que c'est plus service à la personne. Ouais. Et donc ça, c'est pas possible de faire... Non, voilà. Non. Vous ne pouvez pas, dans une même structure, cumuler des activités service à la personne avec d'autres activités. C'est le principe même de la notion d'activité exclusive. Même si c'est uniquement sous déclaration? Les activités sous déclaration sont des activités service à la personne. Voilà. Merci. D'autres questions? N'ayez pas peur, hein. Monsieur, madame. Parce que je suis un peu paumée. Bonjour. Oh, on a dépassé. Oui. Waouh. C'est bien. Bonjour. Oui. Vu le coût de la certification, je voudrais savoir, ça sert à quoi d'être certifié étant donné que la loi a changé? Alors, la loi n'a pas encore changé.
nous attendons et la certification va suivre la loi, comme elle a toujours fait. En 2012, nous avons donc refait le référentiel. Donc la certification, en tout cas chez SGS, elle va toujours suivre la loi. Elle doit prendre en compte les aspects réglementaires, mais toujours aller au-delà. Alors l'objectif de la certification, même si pour certaines structures, c'est le renouvellement d'agrément, on espère quand même que l'objectif premier, c'est d'être dans une démarche qualité. Une démarche qualité reconnue par un organisme tiers et surtout, donc, il vous permet d'avoir une notoriété par rapport à vos concurrents. Alors, on a dépassé le timing. Nous sommes au stand E28. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup.